Merci beaucoup Jean-Luc. Donc, je voulais déjà remercier les organisateurs de cette visioconférence, en particulier l'association des anciens élèves de l'Institut Pasteur, le professeur Jean-Luc Guédon, Michi Bernadac, toutes les personnes qui ont participé à ce que cette conférence puisse avoir lieu. Donc effectivement, mon sujet traitera du réchauffement climatique et des conséquences en santé animale. Et donc j'ai pris 3 exemples de maladies à transmission virale, puisque je suis virologiste, donc je connais un peu moins mal la virologie, et transmission par des insectes, alors en Europe, mais en fait je me rends compte maintenant en me disant que finalement le type n'est peut-être pas est un peu restrictif, puisque je parlerai de Western aux États-Unis, et donc je dis que finalement on va être dans l'air d'influence de ce sujet. Alors j'ai ici indiqué émergence, je ne sais pas si vous voyez, liée en partie, c'est sur fond bleu, c'est pas liée en partie au réchauffement climatique, parce qu'on verra au cours des différents exemples que les choses sont des fois un peu plus complexes, qu'il n'y a pas uniquement que le réchauffement climatique qui joue un rôle dans la dissémination de ces maladies dont je vais vous parler, avec un exemple sur une maladie qui s'intitule, enfin dans le nom est la fièvre catarrhale ovine, qui est une maladie strictement vétérinaire. Je vous ai pris l'exemple du virus Schmallenberg, qui est un virus tout nouveau, qui permet aussi, peut-être pour les gens qui connaissent moins ce virus, d'avoir quelques notions, et qui est aussi à transmission vectorielle. Et puis un virus zoonotique, qui infecte donc l'animal et l'homme, et qui est le virus West Nile. Donc avec ces 3 exemples, on essaiera de voir ce qui en fait est lié au réchauffement climatique. Et j'ai bien mis en partie ce qui ne l'est pas, puisque les choses des fois sont un peu plus compliquées que ce que l'on peut l'imaginer. Alors, tout d'abord, pour ce qui concerne le réchauffement climatique et la santé animale, je suis, comme le professeur Guédon l'a dit, un spécialiste du réchauffement climatique, je suis un virologiste, mais j'ai été confronté à cette question, et ça a commencé pour moi en 2003-2004. En France, en 2003, il y a eu en Europe, il y a eu une sécheresse, un été qui a été particulièrement chaud, une canicule, et le gouvernement à l'époque avait demandé à différents instituts de réfléchir sur les conséquences de ce réchauffement climatique, de ces canicules, dans différents domaines, dans le domaine de la santé humaine, dans différents domaines, et dans le domaine de la santé animale. Et donc, j'ai fait partie d'un groupe d'experts à l'époque, et on avait invité Jean Jouzel, qui à l'époque travaillait à l'Institut Pierre Simon Laplace, je ne sais pas où il est maintenant, en tout cas, il fait partie du GIEC, qui est le groupe qui étudie les conséquences du réchauffement climatique à l'échelle mondiale. Et donc, de façon très résumée, encore une fois, je ne suis pas un expert du réchauffement climatique, mais je crois que ce sont des notions maintenant que tout le monde connaît plus ou moins. Il nous a montré un certain nombre de cours montrant que, comme vous le savez, la température du globe a augmenté ces dernières années. Vous voyez ici l'évolution de l'augmentation de la température, ça c'est les 140 dernières années. On a aussi des données sur des périodes de temps beaucoup plus longues. Et comme vous le savez, très probablement maintenant, on sait que les conséquences de ce réchauffement climatique sont liées aux activités humaines. Donc ça, je pense que tout le monde le sait. Alors ça m'a permis de mettre ce petit schéma sur l'effet de serre. Voilà. Et puis les effets positifs et négatifs du réchauffement climatique, en général, la gente féminine n'apprécie pas trop ce genre de diapositive en général. Donc voilà, vous avez évidemment l'augmentation de cette température avec des données jusqu'à 2050, 2100, sachant que ce sont des modèles et que probablement les choses seront peut-être différentes. Mais ce qui est sûr, c'est que on sait maintenant de plus en plus, et ça ce sont des diapositives, des conclusions que j'ai récupérées, donc des diapositives du GIEC. Vous avez ici les sites sur lesquels vous pouvez trouver plus d'informations. Et vous avez ici la liste des différents rapports du GIEC. Alors vous savez qu'au début, dans les années 90, un certain nombre de personnes remettaient un peu en cause ces conclusions. Je crois que maintenant ils sont au 4e rapport ou au 5e rapport. Vous avez un rapport dans les années 95, le 3e rapport en 2004 ou 2001, j'arrive pas à voir, 2010, enfin, il y aura le 4e rapport qui a été rédigé en 2007, et là on est en 2014, enfin bon, bref, chaque rapport montre que les conséquences de ce réchauffement climatique, dans le cadre des activités humaines au sens large, est bien réelle. Et on l'a encore vu, je dirais, très récemment avec ce qui s'est passé au Vanuatu, où il semblerait que ces phénomènes de cyclones et l'augmentation de la fréquence des cyclones soient probablement liés à ce phénomène mondial. Donc ça, c'est un élément très important. Et évidemment, il y a donc des conséquences dans différents domaines. Et pour ce qui nous concerne, dans le domaine de la santé, les conséquences de ce réchauffement climatique sur les maladies animales, humaines ou les zoonoses, avec les 2 valences. Alors vous avez ici des informations dont je ne vais pas développer parce que ce n'est pas
ma spécialité, mais qui montre les conséquences en matière de température, d'augmentation des précipitations, d'humidité. Ce que j'en avais retenu quand même, et je crois que ça n'a pas énormément changé, c'est qu'il est très difficile d'avoir des prédictions à des échelles régionales, ou en tout cas assez ciblées sur une région. Ce sont quand même des informations à un très large niveau, au niveau mondial. Encore une fois, c'est difficile de prédire exactement quel sera le climat de telle sous-région dans les 10 ans, les 20 ans, les 30 ans ou les 40 ans qui viennent. Toujours est-il qu'il y a des conséquences sur l'environnement, avec, on l'a vu, des événements météorologiques extrêmes, tels qu'on a encore pu voir récemment, augmentation de la fréquence de ces phénomènes, de leur sévérité, parfois de la localisation géographique inattendue d'événements qu'on ne voyait pas jusqu'alors dans certaines régions du monde. Évidemment, on a des impacts sur les différents écosystèmes. Vous savez aussi qu'il y a des conséquences sur l'augmentation du niveau de la mer, avec aussi des conséquences sur la salinisation, sur les courants, la capacité d'un certain nombre de courants soit d'être maintenus, soit d'augmenter ou de diminuer en intensité, et puis donc, des conséquences sur l'environnement au sens large, sur tous les différents écosystèmes tels qu'on a vu, et puis surtout, pour ce qui nous intéresse, des conséquences sanitaires, avec notamment le domaine des maladies infectieuses et notamment le domaine des maladies transmissibles par des vecteurs, puisque, étant donné que l'écologie de ces vecteurs qui transmettent des agents infectieux va être modifiée, eh bien, les schémas concernant les maladies concernées vont aussi évoluer. Alors évidemment, je ne parlerai pas des conséquences concernant, par exemple, les famines potentielles liées aux modifications des rendements agricoles, tous les stress thermiques, on avait pu voir avec les canicules en Europe par exemple, etc. Donc on va se concentrer essentiellement sur cette affaire de maladies vectorielles et des conséquences liées à ces changements. Alors à l'époque, il y avait eu un groupe, vous avez ici un certain nombre de gens qui sont spécialisés dans le domaine des maladies animales ou humaines, avec des entomologies. Il y avait François Rodin par exemple, qui à l'époque était entomologiste, professeur à l'Institut Pasteur, et qui connaît très bien l'entomologie médicale. Donc on était un certain nombre de personnes, et on avait donc identifié évidemment les maladies susceptibles d'émergence potentielle. Alors on prenait le cas de l'Europe en disant, s'il y avait un réchauffement climatique, est-ce qu'on verrait apparaître telle ou telle maladie en Europe? On avait fait une sélection de ces maladies par analyse qualitative, et puis on avait ensuite classé ces maladies en fonction de leur importance en santé publique vétérinaire ou en santé publique humaine. Et le rapport de l'AFSA, à l'époque c'était l'AFSA, l'Agence française de sécurité sanitaire des aliments, maintenant on a changé, on s'appelle l'ANSES, mais ces rapports sont toujours disponibles sur le site de l'ANSES. Et je pense que pour d'autres régions du monde, vous pouvez utiliser la même méthodologie. Il est clair que les conséquences et les conclusions seront différentes si on parle de l'Amérique du Sud, de l'Afrique ou de l'Asie, mais la méthodologie pour obtenir un classement de ces maladies est toujours d'actualité et toujours valable. Donc pour ce qui concerne l'Europe, on avait identifié un certain nombre de maladies, et vous voyez que donc là on était en 2004, et finalement on avait prédit que la fièvre catarrhalovine, qu'on appelle aussi en anglais blue tongue, serait une maladie à risque. Et je dirais qu'en 2006, ce tableau nous a donné raison, puisque ce virus est arrivé à émerger en Europe. Il y avait le virus West Nile, et donc j'en parlerai aussi, qui effectivement est une menace sérieuse. Il y a deux maladies qu'on n'a pas vu apparaître encore, qui sont la fièvre de la vallée du Rift et la peste équine. Vous voyez, sur les 4 maladies majeures, on en a quand même trouvé 2, donc ce qui montre que finalement notre analyse n'était pas complètement dénuée de pertinence. Et je vous recommande encore d'aller voir la méthodologie qui est très générale et qui peut être appliquée à d'autres régions du monde. Donc voilà, conséquence du réchauffement climatique, avec ce qui est certain, c'est l'augmentation des températures sur une surface de globe très importante, et évidemment l'aire de répartition des insectes qui augmente, et ça c'est des choses dont je parlerai tout à l'heure. Alors je vais prendre donc 3 exemples. Le virus de la fièvre catarrhalovine, qui sera le premier, et puis ensuite on verra donc les 2 autres exemples. Donc tout d'abord, ça c'est mon côté virologiste, pour ceux qui ne connaissent pas bien la fièvre catarrhalovine, qu'on appelle aussi en anglais blue tongue, la maladie de la langue bleue. C'est un virus qui appartient à une grande famille, la famille des Rhéoviridae, donc des virus sans enveloppe, nus. Et là vous avez ici la structure cristallographique du virus de la fièvre catarrhalovine qu'on avait déterminé avec des collègues dans les années, fin des années 90, début des années 2000, qui a d'ailleurs fait la première page donc, à l'époque de Nature, et c'était le
premier virus vétérinaire, plus gros virus vétérinaire à faire la première page de cette revue prestigieuse. Donc là, vous avez assisté à la disparition d'une capside externe. Vous avez ici deux protéines qu'on appelle VP2, VP5 qui viennent de disparaître. Là, vous avez le corps, qui est la capside interne. Au milieu, vous avez le génome. Je crois que la capside externe va réapparaître. Voilà, vous avez les protéines qui reforment la capside externe. Et vous avez une protéine qui s'appelle VP2 ici, et qui est le support, en fonction de ces épitopes, de la spécificité de sérotype. On a jusqu'alors 26 sérotypes qui sont décrits du virus de la fièvre catarrhale ovine. Et dans mon laboratoire, très récemment, l'année dernière, on a isolé le 27e sérotype, donc on vient de publier ça dans Emerging Infectious Diseases. Donc j'ai mis entre parenthèses, puisque tant que le comité international de taxonomie des virus ne s'est pas prononcé, on reste sur 26, mais on va probablement avoir le 27e. Et pour ceux que ça intéresse, ce week-end, dans Genome Announcements, qui est une nouvelle revue en ligne, on a publié la totalité du génome de ce sérotype 27, donc vous le trouvez en ligne depuis hier. Donc, toujours est-il que cette famille Viroviridés contient un certain nombre de genres, avec des virus que vous connaissez comme le genre rotavirus à transmission orofécale, et puis ce genre ambivirus avec des virus à transmission vectorielle, avec des vecteurs qui sont des petits moucherons dont j'en parlerai. Donc, genre ambivirus, et puis vous avez un virus qui est très proche, je ne suis pas dans ma diapositive ici, qui est le virus de la peste équine dont je parlais juste avant, et qui est un virus qui infecte les chevaux, qui est complètement identique, qu'on trouve en Afrique, en gros d'une ligne du Sénégal jusqu'au sud de l'Égypte, avec un grand nombre de sérotypes circulant, notamment en Afrique du Sud, au Zimbabwe, au Botswana, etc. Le virus est exactement identique sur le plan structure, les vecteurs sont exactement les mêmes. La seule chose, c'est que les autres sont différents, puisque la peste équine infecte les équidés, la fièvre catarrhale ovine infecte les ruminants, mais on pourrait exactement décrire la même chose, et on peut aussi, c'est pour ça qu'on l'avait pris en compte dans notre risque, considérer que ce virus pourrait vraiment être à risque, et j'aurais pu le rajouter dans la liste de mes virus. Et d'ailleurs, il est arrivé en Europe dans les années 87, il est arrivé en Espagne, enfin, on pourra en reparler un peu plus tard. Voilà ce que je voulais déjà vous dire en vous présentant le virus. Donc, le virus est ici, il est transmis par des insectes, donc des petits moucherons. Ce sont des moucherons de la famille des Ceratopogonidae et du genre Culicoides, avec plus de 1400 espèces de Culicoides qu'on trouve depuis la Suède jusqu'en Afrique du Sud. Vous les trouvez sur tous les continents, toutes les latitudes. Et donc ce moucheron va transmettre ce virus aux ruminants, notamment, alors jusqu'avant 2006, je dirais, aux moutons. Et en France, en français, le nom de la maladie, c'est fièvre catarrhale ovine, maladie du mouton qui provoque de l'hyperthermie et du catarrhe, donc du jetage. Mais on sait maintenant, depuis 2006, que ce virus est aussi capable d'induire des signes cliniques chez les bovins, et on en reparlera. Et pourquoi cette langue bleue, en anglais blueton? Parce que les Anglais, je dirais malheureusement, ont un peu, enfin la grande totalité des noms de virus, les bactéries, je ne sais pas, mais les virus, c'est sûr, sont des noms anglais, sauf le virus de la peste du petit ruminant, c'est le seul virus pour lequel on a pu sauver le nom français, donc en anglais, on va dire peste du petit ruminant virus, et pour tous les autres, ce sont des noms anglais, et les Anglais ont appelé ce virus blueton, maladie de la langue bleue, mais en fait, vous avez très peu de manifestations de langue bleue quand vous avez ce virus qui circule dans les évaches, les cyanoses de la langue, et ce n'est pas véritablement le signe le plus caractéristique, donc il est un peu mal nommé finalement ce virus, de même que fièvre catarrhale ovine, on sait que maintenant il affecte les bovins, donc il faudrait modifier le nom de la maladie, le nom du virus, puisque ça ne reflète pas exactement ce qu'on observe. Enfin, c'est un autre problème. Et par ailleurs, quand même, tous ces virus qui ont des génomes segmentés, hein, les Viroviridés ont des génomes segmentés. Le virus de la fièvre catarrhale ovine a 10 segments d'ARN double brun qui sont comme des doubles hélices, et ils sont capables d'échanger des segments entre eux. Et on l'a vu très récemment en France, j'en reparlerai, quand on a eu le sérotype 1 et le sérotype 8, on a au laboratoire isolé des virus réassortants de deux sérotypes différents. On a du virus sérotype 4 qui circule actuellement dans les Balkans en Europe, et on sait que c'est un triple réassortant avec des sérotypes 1, 4 et 2, je crois. Donc ils sont capables donc, d'évoluer comme ils peuvent le faire les virus grippaux, par exemple. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails, puisque je crois qu'en plus, il y a beaucoup de confrères vétérinaires qui sont connectés, donc je pense que ce sont des choses qu'ils connaissent bien, mais simplement pour les gens qui sont moins familiers avec cette maladie. C'est une maladie qui provoque, après infection et par le virus, une phase d'intubation, de l'hyperthermie, et puis surtout donc, du catarrhe avec
des inflammations, des congestions de la cavité buccale, avec des hémorragies, des pétéchies sur les gencives. Vous avez des manifestations aussi oculaires avec des conjonctivites qui peuvent être assez importantes. Et puis, par exemple, dans le cas des moutons, des atteintes du bourrelet coronaire, qui est un tissu qui produit l'onglon. Donc, vous avez inflammation de ce tissu, l'onglon peut se détacher, et vous avez associé à cela un contexte dans les formes extrêmes de cachexie, puisque l'animal ne peut plus se nourrir, un animal ne peut plus sentir sa nourriture, il ne peut plus manger, en même temps il a une inflammation, donc il a de la douleur à la déglutition, et donc évidemment les animaux maigrissent, etc., et peuvent décéder. Alors après vous avez des pourcentages de létalité et de mortalité qui dépendent des races, qui dépendent des sérotypes, etc. Et ça varie de quelques pourcents à 30-40% en fonction des régions, des sérotypes. Alors, juste cette diapositive pour illustrer ce qu'on fait au laboratoire, hein, parce que, encore une fois, mon sujet n'est pas quand même le réchauffement climatique. On sait maintenant depuis très peu de temps que le virus de la fièvre catarrhale-ovine, comme les virus de la peste équine, hein, donc deux virus, encore une fois, très proches, ils induisent maintenant ce qu'on appelle un syndrome de réponse systémique inflammatoire. En fait, ce sont des virus qui vont provoquer ce qu'on appelle une tempête cytokinique, une libération d'un très grand nombre de médiateurs de l'inflammation, les interleukines, le TNF-alpha, les facteurs tissulaires. Et c'est exactement le même mécanisme physiopathologique que le virus Ebola, dont on parle beaucoup. Et c'est un modèle actuellement d'infection de fièvre hémorragique, comme Ebola ou Lassa. Et donc on travaille avec notamment Isabelle Schwarz-Cornil. Isabelle est une spécialiste à l'INRA des cellules dendritiques. Et on a pu montrer que le virus infectait les cellules dendritiques, plasmacytoïdes, conventionnelles, etc. Et donc c'est vraiment les axes de travail qu'on a actuellement, c'est de mieux comprendre la physiopathologie de l'infection. Et on a encore une fois exactement les mêmes manifestations que pour les fièvres hémorragiques, avec destruction des cellules endothéliales et des inflammations absolument majeures, telles qu'on peut l'observer dans toutes ces fièvres hémorragiques. Alors pour revenir après sur les vecteurs, parce que c'est quand même un peu l'objectif aujourd'hui, vous avez ici deux belles femelles de Culicoides. Hein. Donc ça c'est une photo que je dois à Philippe Ménard. À l'époque, c'était l'Institut de santé animale de Purbright, maintenant ils viennent de changer le nom, c'est The Purbright Institute, mais à l'époque c'était Institute for Animal Health, à Purbright en Angleterre. Et donc il a un petit élevage de Culicoides, et là vous avez deux femelles qui viennent de prendre un repas sanguin, vous voyez, et qui vont ensuite aller pondre leurs œufs. Donc j'ai un petit film, j'espère qu'il va marcher. Voilà, donc là vous avez encore une femelle qui va faire son repas sanguin. Donc en fait, ce sont des moucherons et pas des moustiques. Si vous dites à un entomologiste qu'il s'agit d'un moustique, personnellement ça ne me dérange pas du tout, mais l'entomologiste va absolument pas apprécier, et j'ai déjà testé la chose. En fait, vous avez, si je reviens sur ce film, cet animal va mordre la peau, vous avez une goutte de sang et elle va avaler le sang, alors que vous savez que les moustiques ont une trompe qui leur permet, comme une aiguille, de récupérer le sang. La vie de ce bestiole, c'est à peu près 3 semaines. À la différence des moustiques qui vivent, dont les larves vivent dans les étangs, dans l'eau, les Culicoides ont des œufs qui pondent dans les champs, un mélange de terre, de bouse de vache, après ça dépend des espèces, donc c'est pas du tout le même biotope, et vous avez évidemment des différences morphologiques, donc ce sont des moucherons et pas des tiques. Et pour ceux qui connaissent, puisque justement on peut avoir une vision un peu mondiale, dans les marquises, enfin à Tahiti, vous avez ce qu'on appelle les nonos. Les nonos sont des Culicoides qui piquent et qui font d'ailleurs très mal. Et vous avez encore une fois ce type d'insecte sur la totalité du globe. Voilà. Donc là vous avez tous les sérotypes ici de virus de la fièvre catarrhale-ovine qui ont été décrits. Avant 1998, l'Europe était indemne, maintenant on en a un certain nombre, dont j'en parlerai. Et les Culicoides, vous les avez partout. Sur tous les continents, donc c'est un problème effectivement mondial. Donc pour revenir à la fièvre catarrhale-ovine et après le réchauffement climatique, ou les conséquences potentielles du réchauffement climatique, l'Europe était complètement indemne de 1979 à 1998. Avant 1979, on avait quelques infiltrations, quelques émergences très ponctuelles, mais c'était pas véritablement, c'était très sporadique. Donc, en gros, l'Europe était indemne, et je pense que c'était, même si c'est très centré sur l'Europe, c'est pas inintéressant de voir une région qui était indemne vis-à-vis d'une maladie et qui maintenant devient une maladie qui devient endémique ou en zootique pour les vétérinaires. Donc en fait, de 1998 à 2006, on a eu
un certain nombre d'introductions, 11 introductions, d'un certain nombre de sérotypes. Donc là, vous avez le sérotype 1, sérotype 9, sérotype 4, sérotype 16, qui étaient donc des virus qui venaient de l'Est du bassin méditerranéen. Ensuite, on a eu des introductions de virus sérotype 2, sérotype 4, venant cette fois-ci d'Afrique, donc une arrivée par le sud. Et donc, à l'époque, dans mon labo, on avait énormément de mal à continuer à travailler sur ces virus, puisque quand vous êtes dans des régions indemnes, à chaque fois, on vous explique qu'il y a d'autres sujets plus importants. Et finalement, c'est grâce aux différents travaux qu'on a pu mener qu'on a pu avoir des informations sur l'origine de ces virus. En comparant les séquences, on a pu tracer l'origine de ces différentes infections. Donc on a eu 11 introductions, ce qui était beaucoup pour une région du monde complètement indemne jusque-là. Encore une fois, le sérotype 4, donc j'ai plus toutes les dates, mais ça n'a pas un intérêt majeur. Il y a beaucoup de virus de la fièvre catarrhalovine qui circulent dans cette région, notamment en Israël, enfin dans toute cette région ici du monde. Et beaucoup de sérotypes qui se trouvent ici arrivent à un moment ou à un autre en Europe, avec ici un carrefour très important. D'ailleurs, pour Westnile aussi, on en reparlera, il se passe beaucoup de choses ici dans cette région qui est un lien entre 3 continents. Et c'est très intéressant, je pense, d'essayer de mieux comprendre l'écologie de ces infections dans ce coin. Alors, donc, on en était là en 1998 avec 11 introductions, mais jusqu'alors, la Commission européenne considérait que c'était essentiellement une maladie des pays du Sud, je dirais donc moins importante que probablement des maladies présentes plutôt dans le nord de l'Europe. Je vous ai mis ici, par contre, pour la situation française, on avait eu quand même des infections de la Corse, qui est une île qui se trouve ici, hein, vous avez la Sardaigne, la Corse, une île française. Et on avait eu l'introduction du sérotype 2 en 2000, du sérotype 4 en 2003 et du sérotype 16 en 2004. Donc la France était infectée, même si c'était sur l'île. Et puis on a vu apparaître en 2006 un nouveau sérotype de la fièvre catarrhalovine dans une nouvelle région du monde avec un nouveau tableau clinique, le sérotype 8. Et puis d'ailleurs, je vous en parlerai, l'arrivée du sérotype 1 dans le sud de la France. Mais il faut savoir qu'au niveau européen, c'était quelque chose qui était complètement inattendu. Et imaginer d'avoir de la fièvre catarrhalovine en Europe, et avec une maladie qui s'est répandue depuis la Suède jusqu'en Andalousie, c'était quelque chose d'inimaginable. Et pour les médecins, il faudrait imaginer l'arrivée, je ne sais pas, du paludisme qui irait depuis Amsterdam jusqu'à Séville, avec des millions de gens infectés. Enfin, c'est à peu près l'image qu'on peut en avoir dans ce qu'on a vécu. Alors, pour juste rappeler la chose, ça a commencé en fait à Maastricht, que vous connaissez peut-être plus pour son traité que pour sa fièvre catarrhalovine, qui est cette région ici, au croisement des Pays-Bas, de la Belgique et de l'Allemagne. Et il y a eu un certain nombre de moutons qui ont présenté les signes cliniques que je vous ai montrés ici, plus des bovins. Et donc des bovins présentaient les mêmes types de signes, des inflammations de la cavité buccale, des petites hémorragies, des pétéchies, des conjonctivites, des atteintes des trayons, de l'érythème, etc. Donc les collègues belges, il faisait très chaud d'ailleurs en 2008, l'été 2008 a été particulièrement chaud. On pensait à plein de choses, notamment des phénomènes de photosensibilisation avec les antibiotiques compte tenu de la chaleur. Il y a eu tout un tas d'hypothèses qui ont été investiguées. Et finalement, il se trouve qu'un peu par hasard, j'avais discuté avec mon collègue belge du laboratoire de Bruxelles sur la fièvre catarrhalovine et on lui avait envoyé un certain nombre de réactifs. Et il avait récupéré donc, des sangs de quelques animaux malades et avait trouvé des anticorps. Mais imaginez qu'il y avait de la fièvre catarrhalovine en Belgique à cette époque, c'était quelque chose d'assez incroyable. Et donc le samedi, je crois que c'était le 17 août 2008, il avait envoyé des prélèvements de sang à mon labo à Maison-Alfort. Alors, on est amené à faire beaucoup de plans, de prévoir tout ce qui peut se passer dans tous les domaines, mais on ne prévoit jamais en fait ce qui se passe vraiment. Et donc là, on avait des plans de surveillance, etc. Mais on n'avait pas prévu que le chauffeur qui allait de Bruxelles à Maison-Alfort était flamand, donc ne parlait pas français. Donc en fait, on était plusieurs au téléphone à traduire soit en anglais, ou traduisant en flamand, enfin, etc. Toujours est-il que le chauffeur a réussi à trouver Maison-Alfort, parce que Lady va à Paris. Il arrive à Paris, après il faut quand même trouver l'entrée du laboratoire à Maison-Alfort, ce qui n'est pas toujours forcément facile. Et puis finalement, dans la nuit, on a fait donc des PCR, puisqu'on avait commencé à développer des outils de détection moléculaire. Et le dimanche matin, on a pu confirmer que oui, il y avait du virus de la fièvre catarrhalovine en Belgique et aux Pays-Bas et dans le nord de l'Allemagne. Et ça a été donc le début d'une histoire qui a été assez incroyable. Alors là, je vous ai mis un petit film, j'espère que ça a marché. Donc là, vous avez les années 2007, 2008, 2009. Et vous voyez ici l'invasion du virus sérotype 8 venant donc de Belgique. Hein.
Donc là, on est septembre, octobre, novembre. Donc c'est une grande période d'activité des culicoïdes. Donc là, les virus se multiplient dans ces insectes. Là, on arrive ici maintenant en décembre, janvier, février, donc tout se calme. Donc ça ici, c'est le front nord, si j'ose dire, avec le sérotype 8. Donc là, il fait froid, plus de culicoïdes. Et là, on arrive au printemps maintenant. Donc on commence à avoir le sérotype 1 qui arrivait d'Espagne, et on voit de nouveaux points apparaître. C'est les nouveaux cas de sérotype 8. En jaune, c'est du 8, en bleu, c'est du 1. Vous voyez qu'on repart. Là, on est en août, septembre, octobre, et là, c'est une très grande période d'activité vectorielle, avec le 1 qui remonte, le 8 qui descend. On a ici une région du côté de Bordeaux où on avait les deux sérotypes, le sérotype 1 et le sérotype 8. Et on a ici identifié des animaux, des bovins qui étaient infectés avec le 1 et le 8. Et on a trouvé chez ces animaux des réassortants, donc des virus qui avaient échangé leur segment génomique. On a eu aussi le sérotype 1 en Bretagne, hein, ça a commencé par la ville de Camaret. Vous voyez un peu la dissémination très très rapide de ce virus 8 et du virus 1. Alors juste, l'objectif de mon exposé n'est pas de décrire la fièvre catarrhine en France ou en Europe, mais quand même quelques informations. On avait eu 7 cas à la frontière ici, franco-belge, enfin 7 cas en France en 2006, quand le virus était présent ici. Donc là, on avait déclaré ces cas-là, mais c'était très limité. On avait fait une enquête sérologique, il y avait quelques cas ici. Vous avez vu en 2007 l'invasion très importante, on avait plus de 14 000 cas officiellement, on peut, je pense, quasiment doubler. En 2008, on avait 38 000 cas, pardon. Et puis, on a mis en place une vaccination avec un vaccin inactivé, une vaccination obligatoire. Et donc, tous les bovins, ovins, caprins, donc plusieurs dizaines de millions d'animaux ont été vaccinés. Et on est passé à 83 cas en 2009 officiellement, un cas en 2010 du côté de Nice, et plus rien. Donc, ce qui fait qu'en 2012, la France continentale a recouvré un statut indemne, de même que l'Allemagne, Pays-Bas, etc. Et il y a eu une dissémination très importante donc, de ce virus. Alors par ailleurs, pour une raison qui était encore juste quelques années auparavant indemne, on a eu l'arrivée du sérotype 1, je vous l'ai montré, du sérotype 8, mais on a eu aussi un virus qui s'appelle le sérotype 25, qu'on appelle aussi le virus Toggenburg, qui a été isolé dans la ville de Toggenburg en Suisse, qui a été identifié en 2008. On a eu le virus sérotype 6, qui a été identifié aux Pays-Bas. On a eu le virus sérotype 11, qui a été identifié en Belgique. On a eu le virus sérotype 14 qui est arrivé de Russie et qui est arrivé en Pologne, Estonie, etc. Et donc vous voyez qu'il y a eu un certain nombre de sérotypes qui ont circulé très largement dans ces dernières années en Europe. Et là, vous avez une carte de la Commission européenne de décembre 2013 qui vous montre que là, finalement, le nord de l'Europe a réussi à éradiquer l'infection, mais que le virus continue à circuler dans le sud de l'Europe, en Espagne, Italie, etc. Et puis pour ce qui nous concerne, on a vu en Corse, en 2013, en septembre 2013, on a reçu des prélèvements du sud de la Corse et on a isolé du virus sérotype 1, qui est un virus venant donc, de Sardaigne qui a contaminé la Corse. Donc là, vous avez une carte en novembre 2014. Vous voyez que le virus continue à être un problème, avec notamment l'arrivée maintenant, je crois qu'il y a des collègues de IH au téléphone, au système, et qui est arrivé donc, dans les Balkans, et là vous avez le sérotype 4 qui circule maintenant dans les Balkans, alors qu'un an auparavant, les Balkans étaient indemnes. Et donc là j'ai un petit film, voilà. Donc là ça vous montre, vous êtes en 2006, novembre, une vision européenne de l'invasion par ces virus, alors qu'elle était indemne. Donc là on est en 2007, vraiment la phase d'explosion majeure, qui remontait jusqu'en Suède, Danemark, etc. Après, la vaccination a été mise en place, et puis ensuite, eh bien, les choses vont se calmer. Donc de 2010 à 2013, là, on avait une situation qui était beaucoup plus calme. Alors là, vous avez ici les périodes, novembre, ça va vite, 2012. Et puis après, on va voir en 2013-2014 le sérotype 4 qui va se développer ici. Alors toujours des virus dans le sud de l'Europe, et puis le 4 qui va se développer de façon très importante. Voilà, donc c'est... Alors, la part du réchauffement climatique là-dedans, j'en reparlerai un peu, mais c'était déjà pour vous illustrer les trois exemples, c'est qu'il y a premièrement eu l'arrivée de ce virus dans le nord de l'Europe, alors on ne sait pas très bien où, en Belgique, aux Pays-Bas, Allemagne. En tout cas, ce qui est certain, c'est qu'il faisait très très chaud. Il faisait 30-35 degrés en Belgique, ce qui est quand même assez anormal pour la Belgique. En général, vous avez des températures comme ça pendant quelques jours, mais là, ça avait été relativement long. Et une des hypothèses pourrait être que le virus n'est pas arrivé par réchauffement climatique, il est arrivé probablement par le transport, mais on en parlera, mais il a trouvé des conditions favorables pour
pour qu'il y ait un cycle qui se mette en place et pendant une durée suffisamment longue pour que finalement les virus puissent se répliquer, les tuberculoses puissent piquer et trouver un nombre suffisant d'animaux infectés pour que le cycle prenne. C'est un peu comme quand vous faites du feu, vous avez l'allumette, mais des fois votre feu il a du mal à prendre, et il faut qu'il y ait un petit peu de souffle d'air, enfin des conditions particulières qui font que votre feu va prendre, et après une fois qu'il est parti, on n'arrête plus. Et donc probablement que ces conditions climatiques, là, ont joué un rôle important. Il y a l'introduction, dans ce cas-là, ce n'est pas le cas puisque c'est des transports, probablement, même si on ne connaît pas la cause. Mais par contre, les conditions environnementales, pendant une période de temps suffisamment longue, ont été propices à cette explosion de l'infection. Alors après, on va passer donc, à un autre virus, qui est le virus Schmallenberg, qui, alors lui, est virus transmis par des vecteurs lui-même, et surtout, c'est un virus complètement récent, puisque avant 2011, personne au monde n'avait jamais entendu parler de ce virus, donc c'est pas forcément inintéressant, notamment pour les collègues qui peut-être n'ont pas forcément ce type d'information. Donc en fait, ça s'est passé dans la ville donc, de Schmallenberg, que vous avez ici en photo, hein, donc en été-automne 2011, les collègues allemands ont observé des bovins qui présentaient de l'hyperthermie, de la baisse d'appétit, des baisses de production laitière, ce qui est lié, puisque quand les animaux mangent moins ou pas, ils ont moins de lait, parfois des diarrhées et quelques cas des avortements. Donc je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ils ont évidemment pensé à tout un tas d'infections, à commencer par la fièvre catarrhalovine, qui était présente dans le nord de l'Allemagne. Tout était négatif, l'IBR qui est un herpès bovin, l'EVD qui est un pestivirus, l'HDV qui est aussi d'ailleurs un virus transmis par les cubicoïdes qui infecte les cervidés et les bovins, et qu'on a d'ailleurs qui est dans le Maghreb, qui est en Turquie, qui est une menace d'ailleurs, au même titre que la fièvre catarrhalovine ou que la peste équine, et c'est aussi un orbivirus. Enfin bref, tout ça était négatif. Et alors là, je vous ai mis un robot, donc vous avez un robot de traite avec une vache à l'intérieur. C'est à ma connaissance une des premières fois où vraiment les robots jouent un rôle important, ce qui est un peu triste, c'est un autre problème, c'est qu'en fait les vaches rentrent ici et bien, pendant qu'elles se nourrissent, automatiquement vous avez des treilleuses qui viennent aspirer le lait, et tout un tas de paramètres biologiques sont pris en compte, la température corporelle, la quantité d'aliments à gérer, la quantité d'eau bue, la qualité du taux protéique, du taux butyrate du lait, enfin tout ça c'est fait en temps réel avec des ordinateurs. Et les collègues ont pu voir que dans certaines fermes, vous aviez une courbe de production normale, puis tout d'un coup ça chutait pendant 5-6 jours, puis ça redevenait normal. Et en prenant toutes ces données zootechniques, ils ont pu très précisément dater l'infection, et c'est la première fois où vraiment ces robots de traite ont permis d'avoir des informations épidémiologiques très précises sur la dynamique d'infection. Alors pour ceux qui ne sont pas très bons en géographie, comme c'est mon cas, je vous ai mis ici la ville de Schmallenberg, qui est à côté de Dortmund, 70 km de distance, j'ai regardé sur Via Michelin. Et là, vous retrouvez ici la Belgique, Néderlande, enfin Pays-Bas. C'est la même région que l'introduction du virus de la fièvre catarrhalovine qu'on a vu quelques minutes auparavant. Et tout ça, ça nous fait dire qu'avec le sérotype 6, le sérotype 11, le sérotype 8, le sérotype 14, maintenant Schmallenberg, il y a quelque chose ici qui expliquerait l'émergence de ces virus. Encore une fois, c'est très probablement les transports, mais après, un environnement et un écosystème favorable pour l'explosion. Et peut-être que cette fois-ci, le réchauffement climatique peut avoir un rôle, puisque ces régions, globalement, voient leur température augmenter. Quand vous regardez la moyenne des températures, notamment d'ici, par rapport à il y a 20, 30 ou 40 ans. Donc ça peut être une explication, même si ce n'est pas encore prouvé. Donc vous avez la ville de Schmallenberg ici. Qu'ont fait les collègues allemands? Mais ils ont utilisé donc, la métagénomique. Donc vous savez que la métagénomique, c'est une technique qui permet donc, de rechercher tous les acides nucléiques dans un prélèvement. Et donc les collègues ont publié ça dans Emerging en 2012. Ils ont pris 3 échantillons de sang de bovins malades qu'ils ont comparé avec un échantillon de sang d'un bovin qui ne présentait pas de signes cliniques. Et ils ont séquencé la totalité donc, du génome, et avec des logiciels qui sont de plus en plus performants, vous arrivez à détecter, identifier des séquences différentes. Je n'ai pas la diapositive ici, mais en fait mon homologue allemand avait reçu du bioinformaticien, parce que c'est un peu maintenant les nouveaux rois de la virologie, et je pense que la bactériologie ça va être à peu près la même chose, où il faut avoir des bioinformaticiens et des gens qui manipulent de façon très professionnelle des différentes séquences. Il avait donné un tableau en disant, bah voilà, il n'y a rien de spécial, il y avait des séquences de bovins, ce qui est normal, c'était du sang bovin, il y avait les séquences d'un orthobuniavirus, et donc le bioinformaticien avait conclu, non, RAS, rien d'anormal est signalé.
Et c'est mon collègue qui a dit, mais un orthobuniavirus, des séquences d'orthobuniavirus dans des bovins allemands qui n'ont jamais quitté l'Allemagne, c'est pas normal. Et donc après, avec des techniques conventionnelles, ils ont pu s'intéresser à ces séquences d'orthobuniavirus et remonter et identifier en fait 3 segments. Segment S, L et M, c'est comme les t-shirts, hein, short, long, médium. Donc le segment court qui présentait 97% de similitude nucléotidique avec Chamanda, Satopiroudouglas, mais surtout Chamanda, le segment L avec Acaban et le segment M avec Aino. Et pour les vétérinaires, ces 3 virus sont des virus connus pour être transmis par des insectes et provoquer des malformations néonatales. Donc ils se retrouvaient en Allemagne avec des virus qui étaient certes différents mais très proches, de 3 virus provoquant ce type de manifestation. Et là je vous ai mis ici des microscopes électroniques, c'est des photos du premier isolat français qu'on a isolé en France en janvier 2012. Donc on avait à l'époque un microscope électronique, maintenant c'est quelque chose qui ne se fait plus. Et donc j'avais donné ça à Jean Lepau, qui est d'ailleurs pas loin, qui est au CNRS à Just-sur-Yvette, ici, dans le coin, et qui a encore un microscope électronique. Et il m'a donné ces photos des premiers isolats français. Et pour la petite histoire, je les avais données lors des journées francophones de virologie dans le bar qui fait le coin avec la rue du Docteur Roux, parce qu'après c'était trop compliqué de suivre toutes les procédures ad hoc. Donc là, vous avez ici le schéma de la ville de Schmallenberg que vous trouviez avant 2011 quand vous tapiez Schmallenberg en Google. Et le maire de Schmallenberg a envoyé un courrier assez viril au directeur du laboratoire allemand, c'est l'Institut Friedrich Loeffler dans le nord de l'Allemagne, Thomas Nathanaeltor qui est directeur, parce que maintenant quand vous tapez Google, vous avez un virus qui provoque des monstruosités, enfin c'est vraiment pas de la pub pour la ville de Schmallenberg, il n'était pas content du tout. Donc si vous ne savez pas où aller pendant cet été, n'hésitez pas à aller dans la ville de Schmallenberg. Alors, quelle a été l'épidémiologie de cette infection en Europe? Très rapidement, hein, les collègues allemands ayant trouvé un virus qui provoquait des malformations néonatales, tout le monde a regardé dans les nouveau-nés s'il y avait éventuellement malformé, si ce virus était retrouvé. Et donc les collègues hollandais ont été les premiers à détecter ce virus sur des animaux nouveau-nés malformés. Après la Belgique, le Royaume-Uni, nous c'était en janvier, en France, puis après l'Italie, etc. Et donc vous avez des animaux qui présentent ce type de malformation. Alors là, c'est la même chose, hein. Vous avez l'aire de répartition, la dissémination, ce qu'on a pu observer en France, donc de décembre 2011 à avril 2012. Vous voyez un petit peu la vitesse d'extension de cette infection virale. Et alors, ce que vous voyez ici, c'est ce qu'on a observé, le virus qu'on a détecté sur les avortons, soit de petits ruminants, donc moutons, chèvres, soit de bovins, des veaux, sachant que la durée de gestation est de 5 mois chez les petits ruminants, 9 mois chez les bovins. Donc ce qu'on observe chez le malformé, enfin chez le produit, c'est ce qui s'est passé 5 mois auparavant chez l'agneau ou 9 mois auparavant ou 8 mois auparavant chez le veau. Vous voyez l'aire de répartition très très importante. Et là encore, une fois, il est possible que l'augmentation de la population de vecteurs soit aussi influencée, enfin elle l'est de toute manière, par les conditions climatiques. Et donc, on a probablement des facteurs liés aux relations virus-vecteur, qui fait que les tulicoïdes sont des très bons vecteurs de cette infection virale, mais aussi les populations de tulicoïdes se sont développées de façon très importante, et évidemment les deux phénomènes sont associés, et que probablement l'augmentation des températures et le fait qu'il n'y ait pas eu de température très basse qui réduit les populations de tulicoïdes ont pu expliquer cette dissémination très 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 importante qu'on chiffre à peu près à 30 km/h par jour, donc c'est quand même très très rapide. Là, juste pour une infection qui est apparue ici, là c'est en 2013, je crois, donc vous avez une très bonne revue là-dessus, et ce virus est allé depuis la Suède jusqu'au sud de l'Espagne, il est maintenant présent en Turquie, il est en train de se répandre par là, vous voyez qu'il y a eu une dissémination absolument majeure et colossale. Alors le phénomène aussi important dans toutes ces infections virales à transmission vectorielle, et j'ai oublié de le dire, mais ce sont tous des vecteurs biologiques, hein, donc des vecteurs qui répliquent l'agent viral au niveau de l'organe salivaire, c'est ce phénomène d'overwintering, c'est-à-dire la capacité de persister pendant l'hiver, de résister à l'hiver. Alors je ne sais pas comment on dit en français, je n'ai pas trouvé de terme qui correspond au mot anglais overwintering, donc capacité à persistance hivernale, parce qu'en fait, quand vous avez le virus et le vecteur, quand il fait chaud, le virus se réplique, l'animal cible va soit mourir, soit guérir, donc le cycle est coupé à ce niveau-là, et pendant l'hiver, vous n'avez plus de vecteur.
Or, le virus réapparaît la saison d'après, il est bien quelque part pendant ces périodes, même si elles sont courtes, mais enfin, elles existent. Alors en fait, on a été les premiers à montrer que ce virus, on pouvait le détecter chez des adultes, pas chez des avortons, chez des adultes. On l'a trouvé, on l'a publié dans Emerging, et on l'a trouvé ici, dans le sud de la France, ce qui montrait que ce virus avait été capable de persister pendant l'hiver. Alors là aussi, on a un effet du réchauffement climatique, c'est qu'on n'a plus, notamment en Europe, mais ça doit être probablement vrai dans d'autres régions du monde, on n'a plus d'hiver très long, et donc finalement, dans les textes au niveau de l'OIE, l'Organisation mondiale de la santé animale, un certain nombre d'entomologistes à une époque avaient inclus le concept de période indemne de vecteurs. Maintenant, on est en train de revenir complètement là-dessus, parce que vous pouvez effectivement, pendant 3-4 jours, quand il fait très froid, ne plus avoir de vecteurs, mais si vous faites une observation pendant une semaine ou 15 jours, vous arrivez toujours à trouver des vecteurs, des insectes qui sont présents. Et en particulier, si vous raisonnez à l'échelon d'un pays, voire à l'échelon d'une région comme l'Europe, on ne peut pas dire qu'on a maintenant des périodes où il n'y a plus du tout de vecteurs. Et donc ce concept-là, qui est encore présent dans les textes de l'OIE, est en train de disparaître, puisqu'on n'a plus du tout ce genre de situation. Une petite anecdote pour la fièvre catarrhale-ovine à la Commission européenne il y a quelques années. Il avait été défini ce concept d'absence de vecteurs pendant une période hivernale. Et on était tous en réunion avec différents composés et le mot de passe de la conférence. Et nous, alors, en fait, moi je faisais partie des gens qui remettaient un peu en cause cette situation, puisque quand vous comparez la situation de la Corse au mois de janvier ou février avec celle de la Suède, il n'y a pas de comparaison possible, mais en Corse, vous pouvez trouver des vecteurs. Et mon collègue allemand avait dit, nous, en Allemagne, c'est très simple, la période hivernale, elle commence, je ne sais plus, le 18 décembre et elle finit, je ne sais pas quoi, le 12 février. Je dis, mais sur quelle base est-ce que vous avez défini ça? Aucune base, mais c'est dans notre texte réglementaire, donc on obéit au truc. Mais c'est vrai que c'est un concept qu'il faut remettre sur le travail et réfléchir à partir de ce qu'on connaît maintenant. Alors pour revenir sur Schmallenberg, on savait que les virus Chamunda et Inuacaban, qui sont des virus très proches, étaient transmis par des tulicoïdes, un certain nombre d'espèces, ça a été publié, démontré dans certains pays. Et donc en fait, eh bien, on pensait que Schmallenberg était peut-être transmissible aussi par ces vecteurs. Et donc les premiers à l'avoir démontré, ce sont été les collègues de Belgique. Ils avaient un système, ils surveillaient dans le nord de la Belgique le virus, les tulicoïdes et le virus de la fièvre catarrhale-ovine, donc ils faisaient des piégeages d'insectes, et ils ont repris les insectes de l'année précédente, les tulicoïdes qu'ils avaient identifiés pour rechercher le virus de la fièvre catarrhale-ovine. Ils ont coupé les têtes de ces insectes, et ils ont fait des PCR sur les têtes, en fait sur les glandes salivaires. Et ils ont trouvé le génome de Schmallenberg dans Tulicoides obsoletus, Pulitaris et de Wulfi. Pourquoi ils ont fait ça? C'est que si vous prenez le tulicoïdes complet et que vous faites de la PCR, vous allez détecter ce qui est présent dans le repas sanguin du culicoïdes. Donc si le culicoïdes a fait un repas sanguin sur un bovin infecté par Schmallenberg, vous allez trouver du virus de Schmallenberg, ce qui est normal, mais ça ne vous montre pas que cet insecte est capable de jouer un rôle de vecteur, alors que si vous avez la tête, c'est beaucoup plus difficile d'avoir que les glandes salivaires, enfin c'est déjà un élément important, ça vous montre que le virus a été capable de se répliquer. Et ça, c'est un élément très important pour avoir des informations en disant ce vecteur joue un rôle biologique et ça a une signification épidémiologique dans l'infection. Très rapidement, les signes cliniques, puisque ce n'est pas le but, mais enfin quand même, on ne peut pas en parler sans en dire un petit peu, ce que provoque ce virus. Il provoque des malformations néonatales, comme vous pouvez le voir ici, avec notamment d'ailleurs le syndrome d'hydranencéphalie arthrogrypose. Donc là, vous avez un petit agneau qui en fait est aveugle, donc il ne va pas voir qu'il y a un mur, il a des difficultés à se déplacer, et en fait, dans l'encéphale, on a trouvé plein de virus Schmallenberg, et c'est ce que vous observez. Alors là, lui, il était vivant, il n'est pas resté vivant très longtemps, et sinon vous avez des animaux qui meurent in utero, qui meurent au moment de la gestation, enfin de la parturition, avec des anomalies du développement de l'appareil locomoteur, avec des atteintes des motoneurones, ce qui fait que les membres sont déformés, des raccourcissements des tendons. Vous avez des atteintes notamment du système nerveux central avec tout un tas d'anomalies, d'hydrocéphalie, d'anencéphalie, porencéphalie, enfin bref. Vous avez par exemple cet exemple que j'aime bien, c'est un veau qu'on a reçu à l'école d'Alfort qui est aveugle, qui n'a pas de réflexe de succion, enfin qui a un retard développemental. Et en fait, quand il est mort,
eh bien, on a trouvé que du liquide cérébrospinal, il n'y avait quasiment pas de cerveau. Il a vécu 3 semaines dans les cliniques de l'école d'Alfort. Vous avez donc des lésions de brachydinacie, vous avez tout un tas de lésions différentes que vous pouvez observer qui sont induites par l'infection par ce Schmallenberg. Alors, quand vous avez évidemment des virus de ce type-là, complètement émergents, là je change un tout petit peu de la partie réchauffement climatique, mais je connais bien, évidemment la première chose c'est d'avoir des outils pour le détecter. Donc au départ on a pu bénéficier de l'aide des collègues allemands avec une PCR temps réel qu'on a pu appliquer au niveau national, donc dans une 60aine de laboratoires départementaux qui ont pu détecter le génome viral. Et puis nous, au niveau du labo, on a été les premiers à développer un test ELISA. Là, vous avez ici nos résultats en ELISA, les résultats en séroneutralisation. Donc, vous savez que la séroneutralisation, c'est une technique très lourde. Il vous fait des cellules, des anticorps, vous mettez le virus. S'il y a des anticorps, le virus est neutralisé. Si on n'a pas, il n'est pas neutralisé. Mais il faut un laboratoire de virologie, il faut manipuler des cellules. Vous ne pouvez pas traiter un grand nombre de prélèvements. Et quand vous avez un virus émergent comme ça, les autorités sanitaires vous demandent tout de suite de faire des enquêtes épidémiologiques à très large échelle et tester des dizaines de milliers de prélèvements en 2 jours, voire en 1 journée, voire en 3 heures. Donc ce qui est absolument impossible avec des méthodes de séroneutralisation. Et grâce à des méthodes ELISA, alors évidemment on peut faire ce genre de choses, c'est automatisable, etc. Et donc c'est ce qui a été fait. Alors maintenant, il existe plusieurs kits, mais ça a été le premier. On a travaillé avec la société IDVET, qui est une société à Montpellier, et qui a développé les trousses correspondantes. Et puis, pour ce qui concerne la prévention, il existe maintenant 2, enfin je devrais dire 3 vaccins. Il y a un vaccin qui a été développé par MSD, un par Myriad, ce sont des vaccins inactivés. Et là, très récemment, il y a Zoetis, qui est la partie santé animale de Pfizer, qui vient d'obtenir une AMM européenne. Donc en fait, il y a 3 vaccins maintenant contre Schmallenberg qui sont développés et qui sont disponibles sur le marché. Alors, pour toutes ces infections à culicoïdes, fièvre catarrhale ovine et Schmallenberg, évidemment, les vecteurs jouent un rôle très important puisqu'ils ont une transmission par ce type de vecteurs. Et donc, on a pu avoir, pour la fièvre catarrhale ovine notamment, des systèmes permettant de mettre en évidence les culicoïdes, où sont-ils, qui sont-ils, que font-ils. Alors au début, ça a commencé par des pièges qui ont été mis dans le sud de la France, dans le bassin méditerranéen. Alors en fait, comment ça se passe? Vous avez ce type de piège. Donc, encore une fois, je ne suis pas un entomologiste, je ne suis pas spécialiste des pièges, mais vous avez une lumière qui attire tous les insectes la nuit. Donc vous mettez ça dans un endroit ad hoc. Alors ça c'est très important puisqu'en fonction de l'endroit où vous allez le mettre, vous allez récupérer beaucoup d'insectes, pas du tout. Donc c'est des systèmes qui ne sont pas très très sensibles. Et dans les réflexions qu'on peut avoir sur les périodes d'inactivité vectorielle, si vous mettez vos pièges dans un endroit où il y a très peu d'insectes, vous allez en récupérer très peu. Et vous allez pouvoir dire, il y a très peu d'insectes qui volent. Si vous les mettez à 200-300 mètres de là, vous pouvez augmenter très considérablement le nombre d'insectes, et donc vos conclusions peuvent être complètement différentes. Toujours est-il que voilà les outils qui sont utilisés par les entomologistes. Vous le mettez, là vous avez une ferme, vous le mettez dans un coin particulier, et puis ensuite vous récupérez le matin un magma où vous avez tout ce qui s'appelle insecte qui est venu s'écraser sur ce truc. Alors des moucherons, des moustiques, des tans, des mouches, enfin tout ce que vous imaginez. Et après, à la loupe binoculaire, vous devez faire la séparation des différents insectes et ensuite, au sein d'une famille d'insectes, faire la diagnose. Alors là, c'est les culicoïdes, puisqu'il y en a encore une fois 1400 espèces, alors pas toutes présentes dans les mêmes régions du monde, enfin il peut y en avoir beaucoup. Et c'est, je crois, voilà, et c'est sur la taille, les nervures des ailes que vous pouvez faire la différence entre Culicoides, Culicaris, obsoletus, de Buffin, Butulosis, Varipénis, etc. Et donc vous avez des spécialistes des Culicoides qui vous font un tri ad hoc. Et c'est une photo que je dois à Jean-Claude de l'école. Donc Jean-Claude de l'université Louis Pasteur de Strasbourg, il est, je crois, en retraite maintenant. Il a commencé à travailler sur les Culicoides il y a très très longtemps. Il faut reconnaître qu'à l'époque, ça ne passionnait pas les foules. Donc tout au long de sa carrière, il a descendu d'un étage, il avait dû commencer au 3e étage, il s'est trouvé au 4e sous-sol. Et quand la fièvre catarrhale ovine est arrivée en Europe, Schmallenberg et autres, on avait vraiment besoin de spécialistes du culicoïdes. Et là, il est remonté. Donc avant de partir en retraite, il devait avoir une vue sur Strasbourg avec 4000 m² de laboratoire, mais malheureusement, il a fallu qu'il parte en retraite. Et donc grâce à tous ces pièges, vous pouvez évidemment avoir dans une région donnée
des évolutions sur la dynamique de vos culicoïdes. Et bon, pour ce qui concerne l'Europe, évidemment, vous avez plus de culicoïdes l'été, l'automne que l'hiver. Évidemment, dans l'hémisphère sud, vous inversez. Et ça vous donne des informations sur la répartition de ces espèces vectrices, les espèces en cause, etc. Alors, là, on va rejoindre vraiment le réchauffement climatique, puisque à une époque, dans les années 87 à 91, on avait une maladie qui s'appelle la peste équine, qui est un peu la fièvre catarrhalovine, hein, en gros, qui infecte le cheval. J'aurais pu d'ailleurs mettre des positifs, j'ai oublié, qui vous donne aussi des lésions assez impressionnantes chez le cheval, avec des fièvres, enfin des hémorragies majeures. Et ce virus est arrivé en Espagne ici, au Portugal et au Maroc. Et on avait bénéficié de financements européens avec des virologistes et des entomologistes, et notamment les entomologistes de l'Université de Lisbonne, au Portugal, qui avaient suivi les populations de Culicoïdes imicola, l'espèce imicola, une photo que je vous ai montrée au début. Et imicola était une espèce qui vivait en Afrique, qu'on n'avait jamais trouvée dans le bassin méditerranéen. Elle était au sud d'une ligne qui va, disons, du Maroc jusqu'en Égypte. Et puis en fait, on s'est rendu compte que, enfin, les entomologistes se sont rendus compte que cette population migrait vers le nord. Et dans les années 98, je ne sais plus très bien, elle est arrivée en Espagne, et là vous avez l'ère la plus au nord de la répartition du Culicoïdes simicola, qui a donc traversé la Méditerranée, qui est en Espagne, pardon, qui est présente dans un certain nombre d'îles, donc Sardaigne, Corse, en Italie, etc. Donc là, on a vraiment eu une augmentation de l'aire de répartition d'un vecteur, et ça c'est très important, puisqu'on avait des données avant, après. Donc on peut comparer avec des pièges mis au même endroit, tout est quasiment identique, simplement là ce qui a changé c'est l'aire de répartition. Et pour ce qui concerne la France, là vous avez le Var, et on a maintenant une colonie de Culicoïdes simicola qui est arrivée dans le Var, Culicoïdes simicola, oui, et qui est en train de se développer joyeusement, et on sait qu'Imicola est capable de transmettre de façon tout à fait efficace un certain nombre d'ormivirus. Donc là on a vraiment alors, est-ce que c'est lié au réchauffement climatique? En tout cas, ce qui est vrai, c'est que l'aire de répartition de cet insecte a incontestablement, là il n'y a pas de doute possible, augmenté. Et quand on discute avec des entomologistes, pour eux, il n'y a pas de problème, il y a bien un lien entre l'augmentation globale des températures dans cette région d'Europe et évidemment l'aire d'extension d'Imicola qui trouve des conditions favorables à son développement, ce qui n'était pas le cas il y a 40 ou 50 ans auparavant. Alors évidemment, vous avez l'aire de répartition de ces insectes, et puis vous avez aussi d'autres facteurs qui jouent un rôle, notamment le transport de ces insectes par le vent. Donc là, vous avez le fameux coup de sirocco, on voit ici le sable ici, qui arrive et qui amène du sable et qui peut amener aussi des culicoïdes qui sont transportés alors, sur des distances qui peuvent être relativement courtes, qui peuvent être de quelques dizaines ou vingtaines de kilomètres, mais c'est suffisant par exemple pour amener des culicoïdes de la Sardaigne à la Corse, où vous avez 12 ou 14 km de distance, etc. Donc vous avez aussi des phénomènes, et plus ces phénomènes sont fréquents, plus les petites tempêtes cycloniques, etc. sont fréquentes, plus évidemment vous avez des transports d'insectes qui vont se retrouver dans des régions dans lesquelles elles n'étaient pas présentes jusqu'alors, donc ça peut être aussi une conséquence indirecte de ces modifications météorologiques. Là, il y a eu une très belle étude qui a été faite par mes collègues espagnols de Madrid, puisque à l'époque, vous aviez la peste équine, qui est encore une fois une maladie dangereuse pour les équidés. Et là, vous avez aussi une trentaine de kilomètres entre Tanger et l'étroit de Gibraltar. Et donc, on sait que les culicoïdes ont pu arriver d'Afrique vers la péninsule ibérique et donc l'Europe, grâce à ces mouvements qui sont dans la fréquence, augmentent. La fréquence de ces coups de vent importants augmente depuis quelques années. Alors évidemment, ça nous amène à deux phénomènes importants qui sont les notions de capacité vectorielle et de compétence vectorielle. Et donc, en fait, c'est les capacités qu'ont les vecteurs, les insectes vecteurs, à répliquer des virus et à les transmettre. Donc là, j'ai simplement repris une définition, parce que je pense qu'on ne peut pas vraiment parler de maladies vectorielles sans aborder au moins un tout petit peu ces notions de compétence et de capacité. Donc la capacité vectorielle, donc niveau d'efficacité d'un vecteur dans la transmission d'un agent pathogène. Donc là, la capacité vectorielle, c'est vraiment lié au couple virus-vecteur. C'est-à-dire, qu'est-ce qui se passe, quelle est la capacité d'un vecteur à répliquer un virus une fois qu'il l'a absorbé. Ce qui est assez différent de la compétence vectorielle, qui est, qui est une notion qui fait intervenir la notion de transmission,
Et ça, c'est, je pense, très important, puisque vous avez des travaux où des gens peuvent vous démontrer que tel insecte est capable de répliquer tel virus, sauf que si cet insecte ne rencontre jamais dans la vraie vie l'espèce cible, parce que cet insecte vit en altitude ou vit dans des régions où il n'y a pas l'espèce animale considérée, vous pouvez avoir des très bonnes données en laboratoire, ça marche très bien, mais dans la vraie vie, il n'y aura jamais de cycle, parce que cet insecte ne rencontrera jamais l'espèce animale ad hoc. Il faut donc que vous ayez une capacité vectorielle minimale, puisque si votre insecte est incapable de répliquer le virus, je prends le cas des virus, mais c'est probablement vrai pour d'autres agents, évidemment les choses s'arrêtent, mais en même temps il faut qu'au niveau de son cycle et au niveau de sa biologie, il puisse être amené à transmettre le dit virus. On en reparlera sur West Nile. Il y a eu des cas par exemple d'infection où les moustiques ont affecté les oiseaux, ont piqué les oiseaux puis après l'homme, et que il faut que ces moustiques soient capables d'être ornithophiles, piquer les oiseaux, mais après mammophiles, piquer les mammifères. Si vous avez des moustiques qui ne sont qu'ornithophiles, jamais ils ne piqueront un mammifère, évidemment, jamais le mammifère rencontrera le virus dans ces conditions. Donc ça, c'est des données qui sont très très importantes, et ce qu'on sait, et ça c'est indiscutable pour ce qui concerne le sujet réchauffement climatique, on sait que l'aire d'extension d'un certain nombre de culicoïdes, dont le Nicolas a augmenté, c'est indiscutable. On sait aussi que la réplication d'un certain nombre de virus, alors j'ai pris le cas de la fièvre catarrhalovine chez Culicoides obsoletus, est augmentée quand les températures augmentent. Quand vous avez une température moyenne qui augmente, les cycles réplicatifs sont plus fréquents, plus rapides, et donc le couple vecteur-insecte est plus efficace. Et évidemment, actuellement, on essaie de mieux comprendre ces notions de capacité et de compétences vectorielles. Il y a des discussions actuellement pour essayer de trouver des marqueurs, des gènes marqueurs de compétences vectorielles, et d'ailleurs aussi de résistance aux pesticides, puisque quand vous prenez un insecte, si vous le regardez dans les yeux, ou en tout cas au niveau du génome, si vous arrivez à savoir qu'il est résistant à tel insecticide et il est capable ou non de transmettre tel ou tel virus, ça vous donne des informations. À ma connaissance, aujourd'hui, il n'y a pas de marqueur de compétences vectorielles. Je crois pouvoir. Alors, actuellement, il y a un séminaire qui va être organisé en septembre. On va réunir, c'est à l'initiative de l'ANSES, tous les entomologistes, des moustiques, des tigres, des puces, des pucerons, de tout ce qui s'appelle un insecte, pour essayer de voir si vraiment on a bien cet état des lieux. Je crois pouvoir dire qu'aujourd'hui, il n'y a pas de marqueur identifié, et c'est un petit peu vers ça que les gens essaient de se diriger pour essayer de savoir si on peut prédire la chose. Alors évidemment, il faut, j'ai mis transport d'animaux, puisqu'il ne faut pas non plus que ces notions de réchauffement climatique fassent qu'on baisse la garde sur l'élément majeur qui, à mon avis, est quand même le transport, avec la mondialisation, enfin tout ce que vous connaissez sur le fait que maintenant, on peut avoir des virus qui apparaissent comme le SARS à Hong Kong et qui se retrouvent quelques jours après aux États-Unis, ou même Ebola, qui se retrouve après aux États-Unis ou à Madrid dans quelques jours. J'en parle pas plus que ça parce que tout le monde le sait, mais c'est aussi quand même un élément important. Alors le dernier virus que je vais aborder, c'est le virus West Nile, et lui qui est un virus zoonotique qui infecte l'homme et l'animal. Je vais aller vite puisque la dernière fois j'en avais parlé aussi, mais simplement voilà, virus enveloppé, ARN. Alors lui, son cycle est le suivant, vous avez donc des oiseaux qui vont être piqués par des moustiques. Alors là on change de vecteur, là c'est plus des moucherons, ce sont des vrais moustiques, des vrais vecteurs si j'ose dire. Et donc ces moustiques vont piquer les oiseaux et vont transmettre le virus aux oiseaux. C'est toujours la question, est-ce que West Nile est un virus de moustiques transmis aux oiseaux ou un virus d'oiseaux que les moustiques peuvent transmettre? C'est partie des questions philosophiques dont je ne vais pas développer maintenant. Et puis de temps en temps, ces moustiques vont aller piquer des mammifères, alors l'homme, le cheval et tout un tas d'autres espèces, la liste est très longue. Et donc là évidemment, ce type de cycle est très important pour avoir des réflexions sur les conséquences du réchauffement climatique, puisque c'est des cycles complexes avec tout un tas des oiseaux, des mammifères, des arthropodes. Donc franchement, c'est pas simple. Et d'ailleurs, ça me permet de dire que tous les travaux qui sont effectués sur ces arboviroses sont toujours très compliqués, parce qu'en laboratoire, on maîtrise, mais dès qu'on arrive sur le terrain, il y a tellement d'autres, c'est franchement quelque chose d'assez difficile. Alors je vous ai remis juste ce petit film, parce que je l'aime bien, s'il marche, j'ai l'impression qu'il ne va pas marcher. Quelle est l'aire de répartition? Bon, mais c'est pas grave. En fait, c'est simplement un petit film qui normalement montrait l'extension de West Nile qui s'est étendue de façon très importante aux États-Unis, mais vous avez une synthèse ici pour les gens qui seraient moins au courant, mais je vais passer vite. Le West Nile est arrivé aux États-Unis, par exemple. C'est pour ça que mon titre, effectivement, en Europe n'est pas forcément le plus
adapté, mais les États-Unis, enfin l'Amérique, le continent américain, était complètement indemne de West Nile avant 99. Ce virus est arrivé à New York en 99, et là vous voyez les cas, alors ça c'est 2014, et évidemment il n'y a pas les chiffres 2015. En 2014, il y a eu 1935 cas chez l'homme, 1149 formes neuro-invasives. Donc quand on dit formes neuro-invasives, c'est des gens qui ont été hospitalisés, et 71 décès, mais il y a eu quand même, par exemple, 124, 177 décès, et entre 1999 et 2010, il y a une étude qui a été publiée en Science, où les gens ont évalué à peu près plus de 1300 décès dus à West Nile, rien qu'aux États-Unis, ça c'est purement États-Unis, je ne parle pas d'Amérique du Sud, ce qui montre qu'en termes de santé publique, West Nile est quand même un problème réel, et c'est bien. Alors pour ce qui concerne donc, la France, nous on a vu des cas en 2006, 62, 65 en Camargue, 2000, 2004, 2003 et 2006, et surtout, je pense qu'il faut regarder ça au niveau européen, et c'est là où je rejoins le réchauffement climatique. C'était en Europe des petits foyers très localisés, et aujourd'hui on ne comprend toujours pas pourquoi est-ce qu'aux États-Unis, en Amérique, sur le continent américain, le virus est allé du Canada jusqu'en Patagonie, avec des différences de climat extrêmes entre l'arc Caraïbe, le Canada et la Patagonie. Il y a quand même des divergences que je ne vais pas développer, mais on a les mêmes en Europe, parce qu'entre le climat suédois et le climat d'Andalousie, on a à peu près les mêmes différences. Et on voit ici maintenant que le virus est en train de se répandre de façon très importante. Le virus West Nile, il y a à peu près 8 lignages. Quand vous comparez le génome du virus West Nile, on peut les grouper en 8 groupes avec deux groupes importants, qu'on appelle le lignage 1 et le lignage 2. Et le virus venant aux États-Unis appartenait au lignage 1. Et maintenant, en Europe, on a 2 lignages. Alors, on a commencé par le lignage 1, c'était ce qu'on avait vu en France. Et maintenant, on a le lignage 2, qui est arrivé en Grèce, qui est arrivé dans toute cette partie de... Voilà, pardon, ici, Italie maintenant, c'est dans le nord de l'Italie. Donc on a 2 lignages qui sont en train de circuler en Europe. L'arrivée du lignage 2 en 2003, 2004, je ne sais plus, a été un phénomène complètement nouveau. Et encore une fois, quelle est la part du réchauffement climatique là-dedans, c'est assez difficile de formaliser. Mais très probablement, le fait qu'on ait ces étés chauds, les populations de moustiques qui sont capables d'être en erreur d'extension, de répliquer plus rapidement un virus, peut-être être un élément ou une explication d'un phénomène qu'on n'avait jamais vu jusqu'alors. Oui, voilà, et là, c'est les derniers pays qui ont été infectés, donc Bulgarie, Grèce, Portugal, Espagne, Turquie, Albanie, Macédoine, Kosovo. Donc là, vraiment, dans cette région d'Europe, le West Nile est vraiment un problème de santé publique réel. Voilà, et là, je vous ai mis les cas, c'est les cas du CDC européen. Vous voyez, comme en 2013, il y avait 890 cas chez l'homme, ça c'est les cas humains, donc ça commence à devenir un problème qui est à ne pas prendre à la légère. Alors les vecteurs du virus West Nile, donc ce sont des moustiques, et alors il y a tout un tas d'espèces, c'est une liste non exhaustive, mais il faut faire très attention parce que les gens ont pris tout un tas d'espèces de moustiques. Au laboratoire, inocule West Nile, le virus se réplique et on conclut c'est des vecteurs. Alors qu'en fait, dans la vraie vie, c'est ce que je disais tout à l'heure, il y a essentiellement les culex, il n'y a pas que, mais c'est surtout les culex qui jouent un rôle très important, car ils ont vraiment la compétence vectorielle la plus importante pour transmettre ce type d'infection. Voilà une femelle culex. Alors évidemment, les entomologistes sont ravis puisque maintenant ils peuvent avoir un peu plus d'argent et avoir des travaux assez approfondis sur la biologie de ces différents vecteurs. Alors les moustiques, ils sont, je dirais, assez connus parce que, comme vous le savez, ils infectent l'homme. Et dès qu'on parle de santé humaine, on a évidemment plus d'argent que quand c'est l'animal. Mais si on prend le cas des tunicoïdes, par exemple, on ne sait quasiment rien sur leur biologie. Il y a des tunicoïdes, personne ne sait rien. C'est l'avantage aussi pour des chercheurs quand vous publiez, si vous lisez des espèces de tunicoïdes, vous tapez le nom dans Medline, il se passe 0. Donc ça vous laisse des chances de pouvoir valoriser votre travail. Alors évidemment, tout ce qui favorise le développement et la pullulation de moustiques est à proscrire, mais ça je ne vais pas développer plus avant. Alors en France, on avait fait à une époque, et ça a été un modèle qui a été suivi, enfin pas le modèle français, mais ce qu'on faisait en France a été suivi au niveau européen. Et finalement, nous, on avait commencé un peu par la surveillance des moustiques, et en fait, c'est très compliqué, ça coûte très cher. Et, je parle de West Nile, et donc maintenant, eh bien, on fait une surveillance axée sur les chevaux, c'est ce que j'avais dit la dernière fois. Donc finalement, je pense que c'est très important d'avoir des données sur l'évolution et la dynamique des populations de moustiques,
mais à suivre de façon ponctuelle quand vous avez des cas, c'est quelque chose qui est quand même assez lourd à mettre en œuvre. Donc là, c'est, je crois, une dernière diapositive. Vous avez ici, et ça c'est une herbovirose au sens large, mais qui ressemble quand même beaucoup à Westline. Hein. Vous retrouvez le cycle primaire, après des cycles secondaires, et c'est les conséquences, c'est non exhaustif, du réchauffement climatique sur tous ces différents paramètres. Si vous avez par exemple une sécheresse, vous aurez des diminutions de population de prédateurs, ce qui fait que par exemple les moustiques vont aller, les oiseaux pardon, peuvent changer leur comportement alimentaire, ils peuvent avoir du mal à trouver des insectes. À l'inverse, vous pouvez avoir des moustiques lorsque les oiseaux migrateurs sont partis qui vont aller piquer des mammifères. Si dans un endroit donné, les conditions climatiques sont modifiées, les oiseaux migrateurs peuvent partir plus tôt ou plus tard, ce qui fait que vous allez avoir des modifications de l'écologie et des systèmes biologiques. Vous avez parfois aussi, dans certaines régions du monde, quand il y a des sécheresses, les animaux se rassemblent dans les mêmes points d'eau, ce qui favorise évidemment l'échange d'agents infectieux, etc. Vous avez des progressions des vecteurs arthropodes, évidemment, à des latitudes ou des altitudes plus élevées. Nous, on a suivi, par exemple, les culicoïdes en Corse, et maintenant, on les trouve dans des fermes qui sont situées en altitude en Corse qu'on ne trouvait pas il y a encore 20 ou 30 ans. Très probablement que le fait que la température moyenne augmente fait que les insectes se retrouvent à des altitudes qu'ils n'abordaient pas jusqu'alors. Vous avez évidemment les conséquences de la température sur la compétence vectorielle, on en a parlé, hein. Alors notamment le fait que vous avez aussi des facilités de traverser par les virus, notamment du tube digestif, pour se retrouver dans les glandes salivaires quand la température augmente, et ça je crois que ça a été démontré en laboratoire. Vous avez des rythmes de reproduction qui sont augmentés quand la température augmente, l'augmentation de la fréquence des repas sanguins évidemment, et donc vous augmentez le risque de transmission de ces maladies, et augmentation du cycle réplicatif. Donc, tout ceci fait que vous augmentez globalement l'entropie du système, si j'ose dire. Et Westline, par exemple, est un bon exemple pour étudier les conséquences du réchauffement climatique sur tous ces différents paramètres biologiques. Donc voilà ce que je voulais vous dire. Ça, c'est une photo du virus bouton, c'est une bière australienne qui s'appelle la bouton. J'ai essayé, j'espère avoir vous montrer les conséquences du réchauffement climatique en prenant donc, ces 3 exemples, sachant encore une fois que je ne suis pas spécialiste du réchauffement climatique, mais j'ai pu vivre l'arrivée de ces infections virales et que, si je le compare par rapport à ce que j'ai pu connaître 30 ans auparavant, effectivement, on a une dynamique, ça c'est clair, qui a été modifiée par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Je vous remercie de votre attention. Merci.